L'opposition burkinabé a accusé mardi lors d'une sortie médiatique le président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir fait reculer le Burkina Faso. Elle lui demande de ne pas solliciter un second mandat. Au Mali, le président Ibeka a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale. Il espère ainsi dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore son action. Au Niger, la journaliste blogueuse Samira Sabou a été entendue ce mardi par le doyen des juges d'instruction. Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire tout en sollicitant la clémence du plaignant. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'opposition burkinabé a accusé mardi, lors d'une sortie médiatique, le président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir fait reculer le Burkina Faso, un pays en proie à une multiplication des attaques djihadistes, lui demandant dans la même foulée de ne pas solliciter un second mandat lors de la présidentielle de novembre. Reportage. Roch Marc Christian Kaboré a fait reculer le Burkina Faso avec plus de 2000 morts, plus de 4000 écoles fermées, le tiers du territoire occupé par les terroristes et près d'1 million de déplacés internes, a déclaré le président du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, Adama Serré. Après avoir trahi son serment, Roch Kaboré devrait demander pardon au peuple burkinabé et aux ancêtres et renoncer par dignité à solliciter un second mandat à ce peuple qui a tant souffert de sa gestion chaotique, a estimé Serré lors d'un point de presse hebdomadaire de l'opposition. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis le premier trimestre 2015 qui ont fait près de 1000 morts selon un décompte de l'AFP et 860 000 déplacés. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de sécurité du Burkina, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, n'arrivent pas à enrayer la spirale de violences islamistes malgré l'aide des forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l'opération Barkhane. Les violences djihadistes mêlées à des conflits intercommunautaires qui touchent toute cette partie du Sahel ont fait au total en 2019 quelques 4000 morts au Mali, au Burkina Faso et au Niger, selon les Nations Unies. Au pouvoir depuis 2015, candidat à sa propre succession, le président Kaboré devrait être investi le 11 juillet prochain lors d'un congrès extraordinaire de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale. Il espère ainsi dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique d'ailleurs l'action pour sortir le Mali de la tourmente. Reportage. Suite au mouvement du 5 juillet dernier qui réclamait sa démission, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé ce mardi qu'il a décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle. J'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet n'a jamais été d'exclure qui que ce soit. Mon projet, c'est le Mali. À la tête du Mali depuis 2013, le président malien fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coalition hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam Mahmoud Dicko. Elle réunit des responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique. Le mouvement rebaptisé du 5 juin a appelé à un nouveau rassemblement vendredi prochain. En République démocratique du Congo, les résultats de 2 autopsies ont révélé que le magistrat Raphaël Yani Ovungu, qui présidait un procès de corruption impliquant de hautes personnalités, est décédé des suites d'une hémorragie intracrânienne. Selon le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda, il a été victime d'un traumatisme crânien provenant des coups reçus sur la tête. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ouvert une enquête après le rapport d'autopsie qui a révélé le meurtre du juge Raphaël Yanyi. Selon les rapports de 2 autopsies que cite Célestin Tunda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, Raphaël Yanyi est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-éricéphalique. En d'autres termes, il a reçu 1 ou plusieurs coups sur la tête.
L'autopsie révèle également l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le cœur du défunt, selon un communiqué des autorités de Kinshasa cité par la radio Okapi. Pour rappel, le juge Raphaël Yonyi est mort le 27 mai dernier, au lendemain de la 3e audience du procès dans lequel comparaît le principal allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, et 2 autres co-accusés. On leur reproche le détournement présumé de près de 57 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux promis par le nouveau chef de l'État. Des accusations rejetées par Vital Kamerhe dont les partisans dénoncent un procès à caractère politique. Le procès se poursuit et un autre juge a été désigné pour présider le tribunal. Le verdict est attendu pour le 20 juin prochain. Au Soudan du Sud, l'armée a annoncé la mort du rebelle Kerbino Wall. Cet ancien soldat devenu entrepreneur et philanthrope avait décidé au début du mois de fonder un groupe rebelle, le mouvement du 7 octobre. 10 jours seulement après avoir lancé son groupe rebelle, le mouvement du 7 octobre, le rebelle Kerbino Wall a été tué. Les forces de sécurité sud-soudanaises ont annoncé l'avoir abattu dimanche dernier après 4 jours d'affrontement dans un village avec 3 combattants, alors qu'il allait lancer des attaques contre l'armée et ne voulait pas négocier. Porte-parole des forces de défense, le major général Lul Roy Kong a affirmé que des renseignements avaient permis de le localiser, de l'attaquer et d'étouffer cette rébellion dans l'œuf. Kerbino Wall et sa famille avaient fui vers l'Éthiopie durant la guerre civile contre Khartoum lorsque le Soudan était encore unifié. Durant son exil, il avait été recruté dans la mer Rouge un contingent d'enfants soldats. Il aurait ensuite combattu parmi les rebelles, servi de garde du corps ou encore travaillé dans les renseignements. Après la guerre, il était devenu entrepreneur et philanthrope. Kerbino Wall avait par la suite ouvert la fondation Nil pour aider la jeunesse sud-soudanaise. Arrêté en avril 2018, il a été détenu par les services secrets pendant des mois sans aucune charge. Amnesty International avait souvent dénoncé son incarcération. Finalement condamné à 15 ans de prison pour mutinerie, Kerbino Wall avait été relâché en janvier à la faveur d'une amnistie après avoir passé 20 ans en prison. Au Niger, la journaliste blogueuse Samira Sabou a été entendue ce mardi par le doyen des juges d'instruction. Une audition au cours de laquelle la journaliste s'est défendue en présence de ses avocats et ce, malgré son état de santé critique. Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire. Ils ont également fait appel à la conscience et à la sensibilité du plaignant Maman San Issoufou. Suivons ici les explications de Maître Boudal Mouloud qui fait partie donc du conseil de Samira Sabou. Nous restons sereins, nous avons confiance à la justice et nous savons que le rôle de la justice dans cette période où le président de la République lui-même a pris sur lui la responsabilité de gracier des personnes âgées, des personnes malades et dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est aujourd'hui pas attendu de co-responsable de la République qu'une journaliste jeune, battante, qui ne dérange personne, en tout cas je dis bien personne, qui a son rôle à jouer dans le cadre de la promotion des droits de l'homme dans notre pays, qu'elle croupisse en prison. Je pense que je fais appel à la grandeur et du plaignant et de la République. Nous n'avons rien à quémander, mais nous estimons qu'il n'y a pas l'opportunité de garder Samira Sabou en détention. Le fond du dossier reste le fond du dossier. Lorsqu'une procédure en instruction, nous n'allons pas vous dire commenter le fond du dossier, mais permettez-nous de vous dire que nous sommes sereins. Sereins, malgré la pesanteur aujourd'hui juridique qui pose sur les justiciables nigériens et surtout sur vous les journalistes, avec cette loi qu'il faut désormais combattre. 32 tonnes de matériel électoral, dont 4400 tablettes pour l'inscription des électeurs, arrivent à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et ce, alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles et parlementaires du 27 décembre prochain. Suivant le Premier ministre centrafricain et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la Centrafrique pour plus de précisions. Le processus avance très bien. Il a eu déjà la cartographie électorale qui a été entièrement terminée, la mise en place donc des démembrements de l'ANE
sur l'ensemble du territoire national. Je ne dis pas que c'est facile. Nous avons l'arrivée d'un visiteur inattendu, le Covid. Mais ensemble, avec le gouvernement, l'OMS et le ministère de la Santé, on est en train de lutter contre la propagation du virus. Et nous sommes convaincus. En Tanzanie, le président John Magufuli a dissous le Parlement, ceci en vue des élections d'octobre prochain, des élections que le chef de l'État souhaite équitables et transparentes pour tous. Le président tanzanien John Magufuli a dissous le Parlement pour permettre la tenue des élections générales d'octobre prochain. Si la date du scrutin n'a pas encore été fixée, le Parlement devait être dissous conformément à la Constitution pour permettre la tenue des élections présidentielles et législatives. Le chef de l'État, qui devrait, sauf coup de théâtre, se présenter pour un second mandat de 5 ans, a promis que le scrutin serait libre et équitable dans un pays où l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur et de répression. Cette dissolution intervient une semaine après l'attaque dont a été victime le chef du principal parti d'opposition, Freeman Mbowe, dénoncé comme politiquement motivé par son parti, le Chadema. Le Chadema et d'autres partis d'opposition, dont l'Alliance pour le changement et la transparence, ont demandé à ce que les élections soient supervisées par un organisme indépendant pour en garantir la transparence. L'opposition estime que la composition actuelle de la commission électorale ne garantit pas la liberté du scrutin, son président et d'autres de ses responsables étant nommés par le chef de l'État, qui est le chef du parti au pouvoir. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne